c'est des douleurs qui sont tellement envahissantes que bon, on peut plus réfléchir et comparé à je me suis déjà cassé la jambe, bah, c'est rien en fait. Quand j'ai une fois ma fracture, je pouvais marcher sur 1 kilomètre, mais quand j'ai une crise, je suis par terre et impossible de me lever ou de faire quoi que ce soit, quoi. Dans le cadre de notre collaboration avec l'association Drépanoz, nous sommes rentrés en contact avec le docteur Pondaré pour en apprendre plus sur ce que vivent les patients atteints de drépanocytose au quotidien. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la drépanocytose? C'est la maladie génétique la plus répandue sur Terre. Et sa première cible, ce sont les populations africaines et afrodescendantes. Elle touche plus de 50 millions de personnes dans le monde et en France, les départements d'Outre-mer et d'Île-de-France sont les plus concernés. Il s'agit d'une anomalie des globules rouges présentes dans le sang. Les personnes qui en sont atteintes subissent des crises très handicapantes qui peuvent être quotidiennes et même mortelles. Je m'appelle Corinne Pondaré, je suis pédiatre hématologue et je suis également professeure des universités à l'université Paris 12. Et j'ai travaillé dans le domaine de la drépanocytose depuis 20 ans, 10 ans à Lyon. Et ces 10 dernières années, j'ai dirigé un centre de référence pédiatrique de la drépanocytose à Créteil. La drépanocytose est une maladie du sang, et plus précisément des globules rouges du sang. Il faut voir les globules rouges comme des sacs tout ronds qui circulent dans les vaisseaux sanguins. Et le globule rouge est rempli d'une protéine qu'on appelle l'hémoglobine. L'hémoglobine qui fonctionne normalement s'appelle l'hémoglobine A. Et dans la drépanocytose, l'hémoglobine A est absente. Elle est remplacée par une autre hémoglobine qui a des propriétés physico-chimiques anormales qu'on appelle l'hémoglobine S. Et quand un globule rouge a quasiment exclusivement de l'hémoglobine S, il devient plus fragile et il devient plus rigide. Un globule rouge sert à transporter l'oxygène au corps et c'est l'hémoglobine qui assure cette fonction. La drépanocytose est une maladie qui altère le transport et la délivrance d'oxygène aux organes. Elle se traduit par une grande fatigabilité, une fatigue qui est liée au manque d'oxygène, au manque de globules rouges. Elle se traduit aussi par des crises douloureuses qui sont dues au fait que les globules rouges se coincent dans les vaisseaux sanguins et l'oxygène n'arrive plus aux organes et ça fait très mal. La drépanocytose est une maladie invalidante qui commence très tôt chez l'enfant, essentiellement par des complications aiguës, des crises douloureuses, et qui, chez l'adulte jeune, se traduit par des douleurs chroniques et des atteintes chroniques d'organes. C'est une maladie qui reste associée, y compris en France, à une mortalité précoce chez l'adulte. La drépanocytose est une maladie héréditaire qui se transmet par les deux parents. Le plus souvent, chacun des parents est porteur sain de l'hémoglobine S, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de ces globules rouges, il a à la fois de l'hémoglobine A et de l'hémoglobine S. Mais l'hémoglobine A est plus forte que l'hémoglobine S. Donc les parents, dans la grande majorité des cas, ne savent pas qu'ils sont porteurs d'hémoglobine S. On dit qu'ils sont porteurs sains. Lors de la conception, l'enfant reçoit une hémoglobine de son père, une hémoglobine de sa mère. S'il reçoit l'hémoglobine S de sa mère et l'hémoglobine S de son père, il est alors atteint de drépanocytose. Parfois, on entend que le sang vient de la mère, c'est la mère qui nourrit l'enfant avec son sang, et donc on attribue cette maladie à la mère. Non, pour avoir un enfant malade, il faut que les deux parents, père et mère, soient porteurs d'hémoglobine S. L'hémoglobine S protège les porteurs sains des formes sévères de paludisme. Et dans les régions du monde où le paludisme est endémique, là où il sévit, le paludisme exerce une pression de sélection des porteurs sains d'hémoglobine S parce qu'en fait ils sont plus résistants. Donc dans les régions où il y a du paludisme, celui qui a de l'hémoglobine S est résistant et protégé, finalement meurt moins du paludisme. C'est pour ça qu'il est plus nombreux. Néanmoins, cette maladie se transmet selon les lois classiques de la génétique. On peut avoir la drépanocytose et être blond aux yeux bleus, notamment avec le métissage des populations. Il y a des enfants qui sont blonds aux yeux bleus et qui ont cette maladie-là. Elle est plus présente là où il y a du paludisme qui sévit encore de manière endémique. Et ça peut être en Afrique, par exemple en Inde.
Il y a une carte en fait du monde qui a été faite récemment, ça c'est entre nous, où on voit bien que c'est surtout l'Afrique centrale en termes de nombre d'enfants qui naissent et de patients, et quand même l'Inde c'est encore énorme. Oui, je m'appelle Luce Kousekesona. Je suis patiente experte, patiente ressource et formatrice pour l'amélioration de la prise en charge de la douleur. Je suis aussi une ancienne patiente drépanocytaire. J'ai 40 ans et j'habite en Île-de-France. Moi déjà, j'ai commencé à faire des crises très très tôt. À partir de l'âge de 6 mois, j'ai commencé à faire des crises. Et j'étais en Afrique à l'époque. Mes parents ont eu un diagnostic assez vite parce que en fait, je pleurais tout le temps et donc ma mère, ça l'a alertée pour aller voir les médecins. Et à l'époque, j'étais un bébé et je faisais quand même beaucoup de crises, donc je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. À 5 ans, quand j'ai su que je suis venue d'Afrique pour pouvoir faire la greffe, quand j'ai su que je pouvais guérir, je pensais vraiment que ça allait marcher. Donc j'ai visité l'hôpital où je devais être greffée et on m'a expliqué la procédure de la greffe de moelle osseuse. Bien sûr, dans les années 90, c'était plus lourd que maintenant. C'était un espoir de plus qui s'éteignait quand on a vu que ni mon frère ni ma soeur n'étaient compatibles à 100%, donc je pouvais plus faire la greffe et donc vivre avec cette maladie jusqu'à la fin de ma vie, je croyais. La base de la drépanocytose, c'est les crises vaso-occlusives, c'est des crises douloureuses qui se déclenchent à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Des fois, on les sent arriver, mais parfois, c'est tout d'un coup. Donc, c'est des grosses douleurs de type comme si on m'écrasait les os, comme si on me cassait les os, comme si en fait j'avais des coups de pic à glace ou des coups de marteau dans les os. C'est dans tous les os du corps, ça peut être n'importe quel os du corps. Ça peut apparaître à n'importe quel moment, donc pendant la nuit ou le matin. Ou c'est suite aussi à des choses particulières, c'est-à-dire que si j'ai été essoufflée, ça va apparaître. S'il y a eu un changement de température, il y a plusieurs déclencheurs de crise. Donc si par exemple j'ai couru après le bus ou n'importe quoi, que je suis hyper essoufflée, ou le stress aussi ça déclenche les crises. Mais c'est lié aussi à la température, à la pluie, enfin il y a beaucoup de déclencheurs. Ou si j'ai une infection, par exemple si on me tousse dessus et que je tombe malade, je peux déclencher des crises en fait. C'est des douleurs qui sont tellement envahissantes que on peut plus réfléchir. Comparé à, je me suis déjà cassé la jambe, c'est rien en fait. Quand j'ai ma fracture, je pouvais marcher sur 1 kilomètre, mais quand j'ai une crise, je suis par terre et impossible de me lever ou de faire quoi que ce soit, quoi. Pour ce qui est de l'auto-hypnose, c'est vraiment une manière de dissocier son corps pour pouvoir ne plus subir la douleur. C'est-à-dire de penser à quelque chose de très parlant pour nous, en fait, d'arriver à se concentrer sur autre chose que la douleur. Et déjà, toute petite, je faisais ça, c'est venu naturellement. Et quand j'étais petite, je pensais vraiment à quelque chose qui peut paraître bizarre, mais j'imaginais déjà des vêtements. Après, j'ai pu faire une école de stylisme d'ailleurs, mais c'est là que ça a apparu en fait, cet attrait pour les vêtements. Donc pendant qu'on me piquait pendant des heures ou que j'étais allongée à l'hôpital, que je ne pouvais pas bouger, dans ma tête en fait, j'arrivais déjà à me transposer et à imaginer ce que je voulais. À ma naissance, en fait, quand j'ai eu le diagnostic, on m'a donné que 3 ans d'espérance de vie. Il n'y avait rien en Afrique, il n'y avait rien, parce que les enfants qui naissent drépanocytaires, 75%, même à l'époque, c'était même 95% des enfants mouraient avant l'âge de 5 ans. Quand mes parents, ils ont vu que je survivais, ils ont tout fait pour qu'on puisse venir en France pour faire la greffe ici. Parce qu'il n'y a qu'en Europe où on fait la greffe. On faisait la greffe à l'époque et tout a été fait en France, en fait. Donc je ratais souvent l'école. Il y a des maîtres ou des maîtresses en primaire qui m'aidaient à rattraper ou qui m'envoyaient les devoirs, mais c'était vraiment peu d'aide en fait. J'avais pas du tout d'aide, pratiquement pas en fait. J'ai dû prendre sur moi pour rattraper moi-même aussi les cours que je perdais. Et après, vers l'adolescence où j'étais au collège, j'avais des amis qui prenaient les cours pour moi. Et surtout, c'était un grand travail de rattraper tout le temps les hospitalisations parce que je passais le plus clair de mon temps à l'hôpital. C'était très compliqué en fait à vivre.
Et de pouvoir avoir une scolarité normale, en fait, pour moi, c'était pas jouable. Mais j'allais quand même à l'école dès que j'allais bien. Des fois, je sortais de réanimation et 2 jours après, j'étais en classe. Et si il y avait un contrôle, je faisais comme les autres. Et j'essayais de rattraper mon retard tout le temps, en fait. Le problème avec la drépanocytose, c'est que c'est une maladie qui est très peu connue, encore plus quand j'étais jeune. C'est-à-dire que c'est une maladie qui est totalement dans l'ombre. Donc mes craintes, c'était d'en parler, juste d'en parler et de dire le mot. C'était déjà une grosse crainte parce que je savais que personne ne savait ce que c'était. Dans toute la communauté afro-descendante, c'est une maladie qui est assez mal vue. C'est une maladie qui est honteuse, c'est un gros tabou cette maladie. Juste d'en parler, en fait, c'était un problème. Donc la suite, déjà qu'on n'arrive pas à en parler, il n'y a rien qui peut en découler, en fait. En fait, la drépanocytose, c'est une maladie qui est génétique. Donc à partir du moment où, déjà, traduire la génétique en Afrique, ou pour les gens, même en Europe, c'est assez abstrait. J'ai eu de la chance d'avoir des parents qui étaient éduqués, qui ont compris que c'était génétique et que c'était pas leur faute, donc qui ont tout fait pour que je puisse guérir. Mais c'est pas le cas de toutes les familles, et il y a un manque de compréhension sur cette maladie, et ça limite beaucoup, en fait, tout ce qu'on peut faire autour de cette maladie, parce que les gens, ils comprennent pas. Et aussi, c'est une maladie de la douleur, donc voir son enfant souffrir, en plus c'est une douleur qui est invisible, et ça fait peur, en fait, et donc on rejette la douleur. Enfin, l'être humain est fait pour rejeter ce qu'il connaît pas et ce qui lui fait peur. Tout ça, il y a plein de choses qui tournent autour de la drépanocytose qui sont très mal comprises et mal expliquées, d'où l'importance de former les soignants et d'expliquer aux enfants ce qu'ils ont, et aux parents aussi, par des mots et des termes simples, parce qu'il y a un gros manque de compréhension sur cette maladie. En fait, depuis que je suis toute petite, on me dit tous les 4 matins que je vais mourir, que l'infection va m'emporter, ou que j'ai eu plusieurs septicémies. À chaque fois, j'ai fini en réanimation. Donc mes craintes, en fait, c'était vraiment... Enfin, ça devenait complètement une habitude. C'était même plus des craintes, mais je savais que cette maladie allait me tuer, et que j'allais finir vraiment mes jours à l'hôpital, puisque je passais le plus clair de mon temps là-bas. C'était des craintes qui étaient déjà ancrées depuis que je suis petite, parce que quand on dit à vos parents que vous n'allez pas survivre plus de 3 ans, tout ce que vous faites après, c'est du bonus, limite. Je ne connaissais pas toutes les complications, je savais que ça allait être difficile. À chaque fois que j'ai été hospitalisée en réa, je croyais que j'allais y passer, et ça arrivait tellement de fois que maintenant je les compte plus. J'attendais juste de mourir, parce que c'est ce qu'on m'avait dit, c'est les diagnostics, c'est les pronostics des médecins depuis que je suis toute petite, en fait. Pour moi, c'était une suite logique, en fait, de partir à cause de la maladie. J'ai eu aussi beaucoup d'enfants et d'adolescents et même d'adultes dans mon entourage qui sont décédés de cette maladie. Donc j'attendais vraiment juste mon tour, en fait. Ça peut paraître paradoxal, mais même quand on est en crise et qu'on a très très mal, on pense qu'on va mourir. Et il y a toujours un petit espoir de guérison. Quand une crise commence, on a l'espoir que ça va s'arrêter. Quand on vous dit votre fille ne va pas passer la nuit, ma mère a prié pour qu'il y ait de l'espoir. Et finalement, il y a vraiment de l'espoir. Dans mon parcours, en fait, moi, j'étais vraiment au bout de ce qu'on pouvait me proposer en termes de thérapeutique. La greffe, c'était vraiment un miracle pour moi de pouvoir... parce que moi, j'ai une greffe haploïdentique. Je suis la première en Europe à être greffée en tant qu'adulte par rapport à la drépanocytose, et avec un donneur à faible compatibilité. Haploïdentique, ça veut dire que, au lieu d'être à 100% identique, comme on a vu que plus petite, je ne pouvais pas avoir de donneur à 100% compatible. À partir de 50%, maintenant, on peut greffer les personnes. Donc, on peut être greffé avec soit son père, soit sa mère. Moi, ça a été ma sœur. D'ailleurs, je la remercie toujours pour ça. Mais elle était qu'à 60% compatible. Ce qu'on ne pouvait pas faire plus tôt, en fait. Donc moi, c'était vraiment une première, de ce côté de l'Atlantique. Comme j'étais la première patiente, je pense qu'ils ont vraiment pris le temps. Le médecin qui m'a fait la greffe, elle a vraiment pris le temps de m'expliquer que j'avais que 50% de chance que ça réussisse.
D'ailleurs, maintenant, c'est passé à 80% grâce au fait qu'ils ont greffé plusieurs personnes après moi. Qu'on l'avait fait qu'aux États-Unis d'ailleurs aussi. Cette greffe, elle venait des États-Unis à l'époque. Il fallait que je signe des accords, fallait que, comme c'était un protocole expérimental, on m'a vraiment pris le temps de me dire et de me présenter déjà des patients qui avaient été greffés, mais pas en haplo bien sûr, greffés en géno-identique, donc avec des personnes à 100% compatibles. Je voulais pas savoir en fait tout ce qu'on allait mettre en termes de chimio. Je savais qu'il y avait de la radiation, je savais que j'allais avoir de la chimio, je savais que j'allais être en chambre stérile. C'était tout ce que je voulais savoir. J'avais confiance aux médecins. Ils avaient ma vie entre les mains. Et en fait, je faisais confiance, de toute façon, dans le milieu médical. Et je connaissais pas grand-chose. J'avais peur aussi de la chimio. J'avais peur tout ce que je connaissais pas, en fait. Mais je connais déjà les hospitalisations par cœur. D'un côté, je me suis dit, c'est une grosse hospi. J'ai déjà été hospitalisée pendant 300 jours en une année. Donc, ça va pas changer grand-chose. Mais je pense que j'ai été informée. Mais je me doutais pas que ça allait être aussi dur. C'est-à-dire que le parcours de greffe est très lourd. Et la greffe en elle-même est très lourde. Et c'est juste que on se prépare, on se prépare au maximum, mais on n'est jamais prêt pour ce qu'on va vivre en fait. Donc je crois que les médecins, ils ont pu me donner toutes les informations dont j'avais besoin, mais le vivre, c'était vraiment autre chose. En fait, avant la greffe, déjà, faut être transfusé. Moi, j'ai eu le choix aussi pour les problèmes de fertilité qu'on peut avoir après la greffe, c'est-à-dire de congeler un ovaire. Donc, il y a tout ce il y a la partie pré-greffe, il y a la partie greffe et il y a la partie après-greffe. Ça a commencé par... en fait, on regarde tout le corps. Donc, on fait des examens pour voir où en est le cœur, où en est les reins. On vérifie que tout va bien déjà, qu'il n'y a pas d'atteinte d'organes, parce que la drépanocytose, ça crée des atteintes de tous les organes. Déjà, on fait des analyses sur tout pour voir si vous êtes apte à recevoir de la chimiothérapie. Parce que le plus dur, c'est pas la greffe en elle-même, c'est vraiment toute la chimiothérapie et les radiations. Donc on prépare le corps, on fait ce qu'on appelle le conditionnement en fait. C'est vraiment préparer le corps à ce qu'on enlève tous les défenses immunitaires. Parce que pour recevoir la moelle osseuse de quelqu'un d'autre, il faut plus avoir de défense immunitaire soi-même pour que la moelle puisse prendre la place de la nôtre en fait. Donc on fait tout ce travail-là avec les radiations et la chimiothérapie pour enlever nos défenses immunitaires et être à zéro en fait, pour pas faire de rejet. Après ça, on rentre dans une chambre stérile. C'est-à-dire que on est vraiment à zéro d'immunité pratiquement. Et la chambre stérile, pour moi, ça a duré 2 mois. Donc c'est une chambre où l'air est filtré. On peut même pas aller dans le sas en fait. On peut pas ouvrir les fenêtres non plus. Il n'y a pas d'eau stagnante. Enfin, c'est vraiment un quotidien qui est assez compliqué parce que tout est stérile en fait. C'est une toute petite chambre et on peut recevoir de la visite aussi, mais bon, toutes les personnes qui rentrent doivent être habillées pour pouvoir rentrer. Donc moi j'ai passé pas mal de temps là-bas. Tout est pris en charge par l'hôpital. On nous apprend ce qu'on peut manger, ce qu'on peut pas manger, comment faire les vêtements, enfin tout ça. Il y a plein de choses il y a plein de directives qu'on suit dans une chambre stérile. Et après la chambre stérile, on va dans une chambre normale. Soit on a encore des douleurs, soit on n'en a plus. Mais là, la greffe, en fait, elle est passée. Et le système immunitaire est remonté, en fait. À partir du moment où on a un système immunitaire qui remonte assez haut, on peut sortir de la chambre stérile. Et là, en fait, toutes les semaines, on doit aller à l'hôpital pour faire des check-up, en fait. Toutes les semaines, juste pour voir si la moelle, elle prend bien la place. Ça, c'est l'après-greffe. Et c'est là que c'est compliqué, en fait, un peu psychologiquement, parce que on est entre la guérison et on ne sait pas trop si on est guéri ou pas. Il y a un gros suivi après greffe. On passe toutes les semaines à l'hôpital. Au fur et à mesure, on espace et on enlève les médicaments. Parce qu'il y a pas mal de médicaments aussi à prendre. Quand tout va bien, on refait les vaccins. On refait tous les vaccins comme un nouveau-né, en fait. Et à partir de là, on a une nouvelle vie. Je prends toujours des médicaments, mais c'est dû en fait à ce que j'ai vécu avant la greffe. Donc là, j'avais cumulé tellement de fer que j'ai toujours du Desferal. Mais j'ai arrêté les anti-rejets, tout ça en fait, j'ai arrêté. Et tout ce qu'il y avait à prendre pour la drépanocytose, j'ai arrêté aussi. En fait, on a arrêté les médicaments un par un déjà, parce qu'il y avait des antibiotiques, il y avait des antibactériens, tout ça. On les a arrêtés. En fait, il y avait même pas mal de médicaments. Et on les a arrêtés au fur et à mesure. Donc ça va. Et j'étais contente en fait d'arrêter tout ça en fait. Alors la greffe de moelle osseuse à partir d'un donneur compatible est le seul
traitements actuellement disponibles en France qui permettent de guérir la maladie. La thérapie génique est une autre thérapeutique qui permet d'envisager aussi de guérir cette maladie. Elle suscite un énorme espoir pour les patients, notamment pour les patients qui n'ont pas de donneur compatible dans leur famille. En France, une forme de thérapie génique devrait être bientôt disponible pour les patients. Et puis, il y a un autre traitement clé qui est la transfusion régulière de sang, de globules rouges. C'est des transfusions qui sont administrées tous les mois et qui visent à remplacer les globules rouges malades par des globules rouges de donneurs sains. Et les transfusions régulières de sang permettent également de diminuer les complications liées à la maladie drépanocytaire. Donc c'est le traitement clé. La thérapie génique est une greffe, c'est une autogreffe, c'est-à-dire que on prend la propre moelle osseuse du patient, on va la recueillir et on va la modifier génétiquement, puis la réinjecter au patient. En plus, après la greffe, on est hyper fatigué parce que le corps, en fait, il en prend un coup. Psychologiquement aussi, c'est très dur parce que faut se reconstruire, en fait. Les adultes, en fait, on est malade depuis qu'on est né. De passer à l'état de personne dite normale, c'est assez compliqué en termes d'identité. Et moi, ça m'a pris pas mal de temps, en fait. J'allais bien physiquement, j'étais guérie, mais mon cerveau, enfin, mon mental ne comprenait pas, en fait, cet état qui changeait du jour au lendemain parce que moi, j'ai arrêté de faire des crises en 2014 et après plus de douleur, et la douleur elle prenait tellement de place dans ma vie parce que j'étais tout le temps hospitalisée. Il y a eu un vide, en fait, il y a eu un vide et il fallait combler le vide pour se reconstruire, pour apprendre des choses que je faisais pas avant, en fait, parce que moi je vivais vraiment au jour le jour parce que j'avais des crises assez souvent. Là il fallait que je me projette, que j'apprenne à me projeter et me dire que c'est bon, je vais plus mourir et que je vais vivre une vie normale. Ça prend du temps, en fait. On n'a pas mis de terme dessus, mais ça se rapproche un peu d'une dépression. Mais en fait, c'était juste que je savais plus vraiment qui j'étais, parce que j'ai été malade toute ma vie. Et je savais pas ce que j'allais devenir non plus, parce que tout d'un coup, je pouvais faire tout ce que je voulais. J'ai appris à nager, j'ai commencé à faire du sport, des choses comme ça. Et en fait, c'est vraiment le temps de reprendre le fil de sa vie, parce que c'est un très grand changement. Et en fait, personne ne me comprenait. Personne pouvait m'aiguiller, les psys ils étaient très contents, enfin les médecins, tout le monde était content, j'étais guérie, mais moi, qu'est-ce que je devenais ? J'avais aucune idée, en fait. Il a fallu que je reprenne contact avec mes racines, que je me recrée une autre identité. Et ça a pris du temps parce que j'étais pas guidée, personne. Enfin, il y avait pas d'adulte qui avait été greffé avant moi. Et les enfants, en fait, dans leur greffe, ils rebondissent assez vite, ils sont assez malléables, donc ils sentent même pas qu'il y a un changement, en fait. Ou alors ils l'absorbent très vite, très bien. Alors que les adultes, c'est pas du tout le cas. Et à part si on est vraiment dans le déni de la maladie, on n'arrive pas à rebondir vite, en fait. On prend beaucoup de temps à se reconstruire et il peut aussi y avoir des petites complications, en fait, après la greffe, mais ça va, tout est bien pris en charge. Pendant la greffe, il y a aussi des douleurs, des choses comme ça, donc que tout ça s'arrête d'un coup, c'est assez déroutant. Il faut passer à autre chose, en fait, mais ça, c'est pas en un claquement de doigts que ça se passe. Je garde vraiment, mon corps, il a vraiment le souvenir des douleurs. Et donc, dès que je vais avoir une douleur, je vais penser à une crise et tout, mais en fait, non, ça se transforme pas en crise. Et donc, je suis vraiment reconnaissante, en fait, pour ça, parce que de vivre avec la douleur, c'est pas vivable, en fait. Là, j'ai des douleurs dues à l'ostéonécrose, qui est une complication de la drépanocytose. Les genoux, les hanches, on m'a mis une prothèse à la hanche. Et tout ça, en fait, ma maladie, en fait, elle avance plus, en fait. Elle a été stoppée net par rapport à la greffe. Mais ce que j'avais déjà avant, les séquelles comme l'ostéonécrose ou l'hémochromatose, et ça reste, ça évolue plus. Le stress est un facteur qui aggrave la maladie drépanocytaire. Les patients sont très sensibles à toute forme de stress. Et donc la médecine traditionnelle, à mon sens, peut soulager, peut apaiser non seulement les patients, mais aussi leurs familles. Et je dirais que rien n'est à négliger. Ces dernières années, on peut dire que l'industrie pharmaceutique s'est mobilisée pour développer de nouveaux traitements contre la drépanocytose. Néanmoins, ils ne peuvent pas agir seuls. Et pour changer les choses, il faudra que tout le monde se mobilise pour que cette maladie sorte de l'ombre et du silence.
il faudra qu'il y ait une prise de conscience beaucoup plus générale du fardeau que vivent au quotidien les malades atteints de cette maladie et aussi du fléau que cette maladie représente dans le monde. Et cette prise de conscience doit être d'abord des soignants, des chercheurs, mais aussi des pouvoirs publics. Actuellement, cette maladie est financée par le plan national maladies rares, donc elle a le financement attribué à une maladie rare, or elle est de moins en moins rare. À la naissance, un enfant sur 1000 qui naît en France est atteint de cette maladie. Donc à l'échelle de la naissance, ce n'est plus une maladie rare. Et puis, je crois qu'il faut aussi une prise de conscience des familles, parce que c'est aussi à elles de se battre contre cette maladie et déjà de réaliser que ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une impuissance, mais que les familles, si elles se mobilisent, elles aideront à la guérison de cette maladie. Les associations de patients, elles, ont une réelle prise de conscience du poids de cette maladie pour les patients, mais hélas, elle repose souvent sur les patients eux-mêmes. Or, les patients ont déjà besoin de toute leur énergie pour lutter contre cette maladie. Et donc, il faut que les associations soient rejointes par les familles et les proches autour des familles. En fait, quand il y a un enfant malade, toute la famille a besoin de son énergie pour s'occuper de l'enfant. Donc, il faut que ce soit autour, je dirais, les clans, les réseaux se mobilisent contre cette maladie. En fait, la transfusion de globules rouges est un traitement majeur dans la prise en charge de cette maladie. Et c'est très important que les personnes d'ascendance africaine donnent leur sang. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des groupes sanguins qui sont proches en fait des groupes sanguins des malades, puisque c'est la même origine géographique, ethnique. Alors, quand on dit par exemple que je suis de groupe O-, il s'agit de deux systèmes de groupes sanguins, le groupe ABO et le groupe Rhésus. Mais à la surface du globule rouge, il y a beaucoup plus de groupes sanguins que ABO, Rhésus. En fait, il faut savoir qu'il y a 45 systèmes de groupes sanguins. Donc il y a une énorme diversité de groupes sanguins qui est portée à la surface des globules rouges. Et plus finalement les groupes sanguins sont proches entre celui qui reçoit le sang et celui qui donne, moins il y a de risques d'incompatibilité, c'est-à-dire de rejet. Donc les patients atteints de drépanocytose en France étant majoritairement d'ascendance afro-antillaise, oui, il faut que les personnes d'ascendance afro-antillaise se mobilisent pour donner leur sang. Parce que ça va accroître la sécurité de la transfusion dans cette population. Et il y a un vrai besoin en fait de sang de population d'ascendance afro-antillaise, y compris si les gens sont AS. Il faut qu'ils le signalent, mais le sang AS est un sang qui fonctionne très bien et les gens porteurs sains d'hémoglobine S peuvent donner leur sang. Aujourd'hui, aucun traitement ni médicament ne sont efficaces pour pallier ce problème. La solution clé pour soulager les personnes drépanocytaires, c'est de remplacer le sang. Grâce au don de sang, des malades peuvent être soignés chaque année. Mais seulement 4% de la population en âge de donner passe à l'action. Voilà pourquoi de nombreuses vies dépendent encore de la générosité des donneurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il est encore possible pour vous de soutenir les personnes souffrantes de cette maladie. Donc si vous souhaitez faire un don de sang, rendez-vous sur l'EFS, le site de l'Établissement français du sang, qui vous indique où donner votre sang. Si vous n'êtes toujours pas convaincu de le faire, dites-vous qu'en donnant votre sang, vous ne perdez rien. Mais vous ne gagnez rien non plus, si ce n'est la satisfaction d'avoir aidé à sauver des vies.